Camille Morinot es conservadora del patrimonio, también comisaria de exposiciones, también historiadora del arte, y es una persona a la que muchas de nosotras hemos conocido por su trabajo en un museo tan importante como el Centro Pompidou de París, donde se encargó de tener en cuenta esa perspectiva de género en la colección y, sobre todo, aparte de incorporar obras de mujeres y feministas, ella fue la comisaria de una exposición que seguro que conocéis, que fue la de Elle at Centre Pompidou, o el @Centre Pompidou. Y más recientemente, de hecho, hace muy poquito, cuando estábamos organizando este simposio, ha comisariado otra exposición de artistas mujeres, que es Pioneras, artistas en el París de los años locos. Ha comisariado también exposiciones monográficas y una precisamente sobre Niki de Saint-Phal. Y aparte de eso, es alguien que realiza un trabajo muy importante para estas intervenciones feministas en la historia del arte, porque es la directora del archivo AWARE, Archivos de Mujeres Artistas, Investigación y Exposiciones, que no solo es un gran archivo de mujeres artistas, sino que también promueve encuentros, simposios y la investigación. Así que le damos cálidamente las gracias por estar aquí. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais parler lentement parce que je pense qu'en espagnol, on vient de m'expliquer qu'il y a plus de syllabes qu'en français. Et en plus, je sais que je suis pendant l'heure du déjeuner et même pendant l'heure de la sieste. Donc, ceux qui veulent dormir peuvent dormir. Et ceux qui veulent m'écouter, voilà, je vais essayer d'être un peu tranquille. Merci à l'équipe du musée, merci à la fantastique commissaire Maïté et toute son équipe qui ont organisé ce colloque qui est passionnant. Je suis très heureuse d'avoir rencontré des collègues hier et aujourd'hui avec qui j'ai envie de continuer à travailler. Et peut-être que ce colloque est le début d'une grande histoire, puisque l'histoire de l'art sur les artistes femmes est une histoire vivante, une histoire qu'il faut continuer à écrire et qu'il faut continuer à écrire collectivement. Donc c'est très important d'être un groupe, des femmes mais aussi des hommes qui travaillent ensemble pour réécrire le canon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet d'exposition que j'ai fait à Paris il y a un peu moins de 2 ans, qui s'appelle Pionnières. Mais avant, juste replacer dans le contexte de ma vie professionnelle et aussi personnelle, comme Maïté Benguès vous l'a rappelé, j'ai en 2009 fait une exposition au Centre Pompidou qui s'appelait Elle, et qui était la première fois pour un musée d'art moderne et contemporain de montrer seulement des artistes femmes dans les collections permanentes. C'était un projet qui a transformé ma pratique professionnelle, à la fois de commissaire et d'historienne d'art, puisque j'ai découvert qu'il y avait des centaines, probablement des milliers d'artistes femmes passionnantes sur lesquelles il y avait très peu d'informations. Le projet de Elle, c'était les collections du musée, mais c'était un projet difficile à faire parce qu'il n'y avait pas d'informations sur ces artistes femmes. Donc l'association que j'ai créée, AWARE, est un projet qui crée de l'information sur les artistes femmes et qui rend disponible cette information sur un site internet bilingue. Mais en attendant, donc c'était une première exposition collective d'artistes femmes au Centre Pompidou en 2009. Et j'ai continué à pratiquer de temps en temps des expositions collectives d'artistes femmes parce que je pense que c'est un outil qui reste très utile aujourd'hui pour tout le monde, pour le grand public. Par exemple, une exposition sur les artistes femmes africaines qui s'appelait L'autre continent en 2016. C'est un autre exemple et j'en ai fait un certain nombre d'autres. En 2018, j'ai été directrice à la Monnaie de Paris et j'ai fait une exposition qui s'appelait Woman House,
qui était sur la manière dont les artistes femmes ont représenté l'architecture et l'espace domestique. Et à chaque fois, ces expositions étaient une manière pour moi à la fois de partager quelque chose avec le public, mais aussi de réfléchir, de théoriser cette absence d'information, de voir dans quel sens il fallait avancer, quels étaient les sujets intéressants. Et à chaque fois, je faisais des découvertes. Et je dois dire, et je rends hommage à Rothie, ma collègue, commissaire ici, que chaque exposition collective d'artistes femmes est un pas en avant, est une certaine révolution dans la pensée, et Maestras est vraiment, pour moi, une révolution. Donc pour en revenir au projet, alors oui, c'est juste pour dire que cette association Aware est aussi, de temps en temps, on fait des expositions, et notamment récemment dans les foires, qui sont des... Oh, quelqu'un a oublié son téléphone, c'est normal ? Ok. Bon, c'est juste que les foires sont des espaces publics où il y a beaucoup de monde qui passe, et donc c'est aussi des outils de partage, et c'est un des objectifs de l'association Aware. Voilà, pour en revenir au projet Pionnière, donc c'est une exposition qui a eu lieu il y a un petit peu plus de 2 ans au Musée du Luxembourg à Paris, qui est un musée qui appartient au Sénat. Et comme vous le savez sans doute, le Sénat en France est une chambre politique très importante qui est à 80% masculine. Donc c'est une chambre très conservatrice qui a été célèbre dans l'histoire parce que c'est là que le droit de vote pour les femmes a été très longtemps ralenti, retardé, de telle sorte que la France est un des derniers pays à avoir donné le droit de vote aux femmes à cause du Sénat. Donc pour moi, symboliquement, c'était intéressant et amusant, entre guillemets, de faire cette exposition pionnière à l'intérieur d'un jardin qui appartient au Sénat. Évidemment, ça n'était pas possible pour moi de faire ce commentaire quand j'ai ouvert l'exposition, mais je me permets de le partager avec vous, en espérant que ça va vous réveiller de votre sieste. Donc j'ai évidemment choisi la couverture du catalogue, parce que comme le disait Griselda, c'était très important. Dans ce cas précis, c'est un portrait de Suzy Solidor. Suzy Solidor est une chanteuse de cabaret à Paris, très célèbre dans les années 20. C'est une chanteuse qui est lesbienne, homosexuelle, ouvertement, très officiellement, et qui, dans ses chansons, parle de son amour pour les femmes. Ici, elle est peinte par une peintre qui s'appelle Tamara Delempicka, qui est une artiste polonaise qui émigre à Paris dans les années 20, qui est elle-même ouvertement homosexuelle, qui va avoir une histoire d'amour avec Suzy Solidor. Et donc, c'est un tableau qui est le symbole de mon projet Pionnière. Alors, au départ, cette exposition devait être une exposition sur la représentation des artistes lesbiennes et queer. Mais bien évidemment, le Sénat n'a pas voulu. Donc, j'ai gardé 2 salles de mon exposition sur le projet, et sinon, j'ai élargi le projet à ce que je vais vous présenter aujourd'hui, Pionnière, dans le Paris des années folles. Mais c'est juste pour donner un peu l'histoire des expositions, parce qu'on sait bien que les expositions, il y a un projet idéal, et ensuite, il faut être pragmatique, et on fait des choix. Mais dans le catalogue, je parle beaucoup de ce sujet, de la représentation de l'homosexualité et de la gender fluidity à Paris dans les années folles. Donc pour reprendre le projet, mon idée, et voilà quelques vues de l'exposition, était finalement de réfléchir sur les années 1920, donc il y a un siècle, et on pourrait penser qu'il y a un siècle, c'est très loin, c'est le passé, c'était très différent. Ma théorie, au contraire, c'est que les années 1920 ressemblent beaucoup aux années 2020, et même, probablement,
les années 1920 ont été plus modernes, plus avant-gardistes, plus féministes, plus queer que les années 2020. En tout cas, il est fort probable que les artistes femmes étaient plus visibles dans les années 1920 que peut-être aujourd'hui. Donc c'est cette thèse que j'ai essayé de montrer dans l'exposition Pionnières. Donc le musée du Luxembourg est un petit espace et j'ai commencé mon exposition par une carte que vous voyez sur l'image de droite pour montrer que Paris, dans les années 20, après la guerre, est un peu le centre du monde de l'art. Tous les artistes viennent à Paris pour se former, pour passer quelques années ou s'établir. Et parmi ces artistes, beaucoup de femmes viennent à Paris. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les hommes peuvent voyager, les femmes ne peuvent pas voyager parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles doivent s'occuper des enfants. C'est difficile, pas du tout. Les femmes voyagent beaucoup, elles voyagent seules, sans mari, elles se débrouillent, c'est des grandes voyageuses. Donc c'est une des démonstrations de cette exposition de montrer à quel point les femmes se déplacent, viennent à Paris. Et pourquoi elles viennent à Paris? Il y a plusieurs raisons. Pour rencontrer les avant-gardes, évidemment, mais aussi parce qu'à Paris, il y a des écoles privées, des académies privées, qui permettent à ces artistes femmes d'apprendre dans les classes de nu. Comme vous le savez, les écoles des beaux-arts ont été fermées aux artistes femmes pendant très longtemps. Notamment parce que dans les beaux-arts, il fallait apprendre le nu. C'était la classe académique, peindre un corps nu. Et c'était très choquant que les femmes peignent un corps nu. Que le nu soit féminin ou masculin, c'était pas possible. Mais à Paris, il y avait des académies privées qui permettaient aux femmes d'avoir accès à ces classes de nu. Et le monde entier savait ça. Et elles venaient toutes à Paris pour ça, pour apprendre à peindre les nus. Et donc, on avait des Américaines, des femmes, des Espagnoles, évidemment, des femmes de l'Europe du Nord, des Scandinaves, des Russes. Elles venaient à Paris pour se former, et notamment pour ces classes de nu. Et forcément, ces femmes se rencontrent, elles deviennent amies, et se crée un réseau très intéressant de sororité, comme le chapitre de l'exposition Maestras, une sororité très forte, très importante, qui s'invente à Paris dans les années 1920. Alors l'exposition commençait par un petit chapitre, j'espère que je ne parle pas trop vite. Ça va, ok. Il y avait quelques films au début de l'exposition pour rappeler que la guerre est évidemment un événement très important, la Première Guerre mondiale, qui est un charnier, un massacre. Les hommes meurent par milliers. Et donc, par conséquence, il y a beaucoup de femmes qui sont veuves et qui sont obligées de prendre le métier des hommes. Donc, elles vont devenir médecins, elles vont rentrer à l'usine, elles vont prendre des métiers d'hommes. Donc, les années 20, ce sont des années très émancipatrices pour les femmes, dans tous les domaines, dans tous les métiers. Donc, on commençait par quelques films pour montrer cette spécificité économique. Donc il y a évidemment aussi, à cause de la guerre, des migrations, des fuites, des exils. Mais une autre particularité qui fait ressembler les années 1920 aux années 2020, c'est une accélération scientifique et technologique très forte qui va aussi propulser les femmes sur le devant de la scène. Vous connaissez l'histoire des années 20, la pandémie de grippe espagnole, qui ressemble étrangement au Covid. Donc il y a beaucoup de parallélismes comme ça intéressants, qui font encore que nos années 2020 ressemblent beaucoup aux années 1920. Donc il y a aussi la révolution russe en 1917, des réfugiés qui vont arriver d'Europe centrale, beaucoup à Paris. Une immigration juive très importante, venant beaucoup de Pologne. La Pologne a été rendue indépendante par la Russie, arrive en France. Et la France est le premier pays européen qui émancipe les Juifs.
Par exemple, Marc Chagall, Ossip Sadkin, Chaim Soutine, mais aussi des femmes artistes comme Alicia Alika, Mela Mutter, Shana Orloff, Sarah Lipska, Stefania Lazarska, Marie Vassiliev, Marevna, font partie de cet exil de Russie et d'Europe centrale, et elles vont toutes exposer très régulièrement dans les salons à Paris. Donc la guerre, encore une fois, est un modèle qui va envoyer les hommes au front, qui va les tuer, et qui va accélérer la remise en cause d'un modèle patriarcal. Et c'est d'ailleurs en France que l'entrée des femmes dans le monde du travail est la plus sensible. C'est en France que leur taux d'activité est le plus élevé d'Europe. Et il y a une historienne qui s'appelle Michèle Perrault qui a décrit ce phénomène et qui l'appelle le modèle français. Un modèle où toutes les femmes travaillent. Ce qui reste assez vrai aujourd'hui d'ailleurs. Bref, mais les femmes sont aussi des guerrières, elles vont aller sur le front, elles vont apprendre à conduire, elles vont apprendre à soigner. Ce sont des infirmières qu'on appelle les anges blancs, ou aussi la 4e armée. Donc elles assurent beaucoup de tâches et elles vont mettre leur inventivité au service des autres et créer des lieux, des objets que l'histoire nous a laissés et qui vont témoigner de leur générosité et de leur philanthropie. Par exemple, un très joli exemple que j'ai découvert en travaillant sur l'exposition, c'est une artiste qui s'appelle Lazarska, qui est polonaise, qui va ouvrir une boutique pour vendre des poupées en faveur de la communauté polonaise. Elle va avoir une centaine de personnes qui vont produire des objets philanthropiques pour aider sa communauté, alors qu'elle-même n'était pas riche du tout. 2 autres exemples sont plus célèbres, Gertrude Stein et Alice Toklas, qui vont livrer des fournitures médicales avec leur propre voiture dans les hôpitaux du sud de la France. Ou alors Gertrude Vanderbilt Whitney, dont il y a d'ailleurs une sculpture dans l'exposition, qui est future fondatrice du Whitney Museum of Art, qui est sculptrice et qui va mettre sa fortune au service du soin des blessés. C'est elle qui crée à Neuilly l'hôpital américain, qui reste un très grand hôpital et très important à Paris. De fait, après la guerre, l'Amérique, qui est alors très puritaine, avec les débuts de la prohibition, qui est aussi un pays très raciste, va pousser une génération d'hommes et de femmes artistes en quête de liberté culturelle, artistique, individuelle, mais aussi une liberté sexuelle, va pousser ces artistes vers Paris. Quelques exemples comme Gertrude Stein, Nathalie Clifford Barney, la princesse Winaretta Singer, Sylvia Beach, qui sont toutes des femmes lesbiennes qui voulaient vivre leur vie sexuelle et qui choisissent Paris parce que c'est une ville libre. Donc voilà, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Donc ça, c'est un très beau tableau qui illustre la guerre et ses conséquences. Donc les hommes meurent et les femmes, avec leur masque à gaz, survivent et vont devenir importantes. Donc le portrait de Gertrude Whitney, cette philanthrope qui s'est vraiment mise au service des blessés avant de créer le Whitney Museum. Et une des premières choses dont je voudrais vous parler, c'est les réseaux transnationaux qui se créent à Paris, avec des artistes qui sont éduqués, qui sont quelquefois excentriques, qui sont émancipés, qui travaillent dans toutes les disciplines artistiques, peinture, sculpture, photographie. Beaucoup d'entre elles viennent de pays étrangers. Il y a beaucoup de Russes, beaucoup de Polonaises, et qui arrivent donc après la guerre et qui forment des vraies communautés. Donc voilà une de ces Polonaises qui vont s'installer à Paris et qui vont être une communauté très importante à Paris dans l'entre-deux-guerres. Alice Alika, c'est un exemple assez amusant ou triste, je ne sais pas très bien comment le décrire, d'une artiste qui était cubiste, mariée avec un peintre cubiste,
je vais retrouver son nom dans mes notes. Là, je suis un peu perdue, mais en tout cas, son mari lui a interdit de peindre, d'être cubiste, et donc elle va décider de faire des collages, elle va passer du cubisme à autre chose, et elle va inventer ces étranges collages qui sont assez surréalistes d'esprit, avec des bouts de tissu. C'est un petit peu une sorte de gravure de mode au second degré, assez drôle. Voilà, ça fait partie de cette communauté polonaise qui va s'installer à Paris et qui va inventer aussi des objets assez nouveaux, des objets un peu étranges comme ces collages. Autre exemple de parcours transnational, Tarsila do Amaral, qui vient du Brésil, qui va beaucoup voyager entre les deux guerres, entre le Brésil et Paris, et qui va, comme vous le savez, être à l'origine de la modernité brésilienne. Et c'est assez rare dans l'histoire de l'art que ce soit une femme et non pas un homme qui crée un mouvement d'avant-garde. En l'occurrence, Tarsila do Amaral invente, avec son mari, Oswaldo de Andrade, qui est poète, l'anthropophagisme, qui est un mouvement d'avant-garde brésilien, typiquement brésilien, qui est donc créé par cette femme, qui voyage beaucoup entre Paris et le Brésil. Donc ce mouvement, il se caractérise, comme vous le voyez avec le tableau de gauche, avec des couleurs très spécifiques, un bleu et un vert, qui sont assez différents du bleu et du vert de Fernand Léger, qui est un artiste qu'elle connaît très bien, mais elle change un petit peu la palette des couleurs, et surtout, elle va représenter la faune et la flore brésilienne. Donc elle va inventer un style, elle va inventer aussi des sujets qui soient typiquement brésiliens. Donc voilà quelques exemples de ces tableaux. C'est une artiste pour moi vraiment extraordinaire qui va d'ailleurs avoir une rétrospective au Musée du Luxembourg. Et je pense que cette rétrospective est une des conséquences de l'exposition pionnière, parce que c'était une découverte et que mes collègues ont eu envie de montrer plus de son travail. Autre exemple d'une femme qui voyage, c'est la chinoise Pan Yuliang, qui a aussi une vie assez romanesque. C'est une femme qui est au départ prostituée, qui devient artiste, qui vient à Paris pour se former, qui va se spécialiser dans le nu, qui est évidemment un sujet assez difficile pour les femmes, assez nouveau, et qui va revenir en Chine et créer une académie. Donc qui va être vraiment une femme qui va avoir un rôle institutionnel très important en Chine. Donc ces femmes, elles voyagent, elles créent des mouvements, elles créent des écoles, elles ont des vies extrêmement romanesques. D'ailleurs, Pan Yuliang a été l'objet de 2 longs métrages déjà. Donc c'est une sorte de star pour la Chine. C'est la première femme à intégrer l'école de peinture de Shanghai, la première femme à suivre des cours de dessin d'après modèle vivant. Et ensuite, donc, à partir de 1928, elle devient enseignante et directrice du département de peinture occidentale au Shanghai Meishuan jusqu'en 1937. Et voilà quelques exemples, photos de nus, à partir desquels elle travaillait. Troisième exemple de ces femmes venant de pays étrangers qui vont avoir une carrière assez extraordinaire et une vie assez extraordinaire, c'est Amrita Shergill, qui est hongroise par sa mère et indienne par son père, qui s'installe avec sa famille à Paris en 1929, qui fréquente l'Académie de la Grande Chaumière, puis l'École des Beaux-Arts, et puis va rentrer vivre en Inde à partir de 1934 et décider de représenter dans ses tableaux le peuple indien. Elle va notamment travailler le nu de manière très libre, très intéressante, quelquefois assez politique. Donc c'est une artiste très fascinante dont j'avais 2 tableaux, mais voilà, qui est pour moi une artiste importante de cette scène artistique à Paris dans l'entre-deux-guerres. Ce qui est très étonnant pour ces artistes femmes, c'est que non seulement elles voyagent, elles prennent des risques, mais elles inventent aussi des techniques,
elles inventent le passage d'une technique à une autre. Elles sont transdisciplinaires. Elles sont peintres, elles sont sculptrices, brodeuses. Il y a l'exemple de Bailly, dont je vais parler tout à l'heure. Elles sont photographes, elles sont écrivaines. C'est ce que Gertrude Stein appelait la génération perdue. Elles viennent après une génération qui a été détruite par la guerre. Elles doivent redonner un sens au monde. Les femmes doivent représenter les hommes, elles doivent réinventer un monde sans les hommes. Et c'est donc dans les années 20 qu'elles vont pouvoir le faire avec une liberté assez extraordinaire. Après, dans les années 30, comme vous le savez, il y a la crise économique, une montée des populismes, de gouvernements beaucoup plus conservateurs, et ensuite la Deuxième Guerre mondiale, qui vont restreindre de manière très violente la visibilité des femmes. De telle sorte que la parenthèse des années 20 est un moment extraordinaire qui peut être un objet d'étude spécifique et intéressant pour nous aider à penser le XXIe siècle. En tout cas, c'est une des théories que j'aimerais continuer à réfléchir, peut-être de manière collective avec mes collègues. C'est un moment d'euphorie avant la tempête, où les artistes et les modèles sont toutes à leur manière des survivantes. Elles survivent la misère, l'émigration, la restriction de leurs préférences sexuelles, l'interdiction de travailler, la difficulté de s'éduquer. Elles surmontent tous ces obstacles. Elles créent des réponses radicales, innovantes, provocatrices. D'où peut-être cet adjectif des années folles. Pour moi, l'adjectif « folle » se réfère vraiment aux femmes plus qu'aux hommes. Ce sont les femmes qui sont folles. Ce sont les femmes qui prennent des risques et qui font de Paris une ville où tout est possible. Évidemment, dans les années 20, on sent déjà des menaces. Le fascisme est présent en Italie. En Allemagne, le Parti national-socialiste commence à monter. Et probablement, il y avait une conscience que le moment était exceptionnel et il n'allait pas durer très longtemps. C'est dans ce contexte que naît ce mythe du Paris des années folles, que l'on associe pas seulement à l'art, mais au cabaret, au club, au café-théâtre, au bal masqué. Je sais que vous avez un carnaval bientôt à Madrid. Il y avait aussi beaucoup de carnaval à Paris. On se déguisait. Les music-halls, la mode, qui va raccourcir les robes et couper les cheveux. Évidemment, le grand modèle, c'est cette garçonne, cette femme qui se coupe les cheveux, qui devient une sorte de mythe et que beaucoup de femmes décident de suivre, qui était assez choquant à l'époque, puisque les femmes avaient, comme vous le savez, des cheveux très longs. Et donc, par définition, quand on a les cheveux très longs, on ne peut pas les coiffer toute seule. Il faut avoir une domestique, une bonne, pour les coiffer, pour les mettre en chignon le matin. Donc, c'est tout un mode de vie, en fait, le cheveu. Se couper les cheveux, ça veut dire être autonome, pouvoir se faire son shampoing toute seule, se coiffer toute seule. Donc, c'est l'autonomie. Donc, ça fait émerger des personnalités. Donc, ce roman, évidemment, La garçonne de Victor Marguerite. Aujourd'hui, ça semble un peu pas très important, mais à l'époque, c'était scandaleux. Victor Marguerite a perdu la Légion d'honneur, qui est la plus importante récompense en France, à cause de ce roman La garçonne, qui était considéré vraiment comme un tabou. Mais en même temps, beaucoup de garçonnes deviennent célèbres. Des personnalités comme Colette, Mistinguett, Joséphine Baker. Alors je reviens un petit peu à ces personnalités extraordinaires. Marie Vassiliev, cette émigrée russe, arrive à Paris et elle va faire le portrait de ces personnes extraordinaires du Paris des années 20. Et c'est des portraits sous forme de marionnettes que vous voyez ici, qui sont des espèces d'œuvres cubistes en réalité, mais c'est du cubisme transformé en sculpture, entre le théâtre et la sculpture. Donc c'est un objet difficile à décrire aujourd'hui, mais très caractéristique de la transdisciplinarité de ces artistes femmes dans les années 20. Vous connaissez évidemment l'importance de ces femmes artistes dans le domaine du théâtre, du spectacle vivant, Natalia Goncharova,
travaille pour les ballets russes, elle fait des costumes, elle fait des mises en scène. Sophie Tauber-Harp aussi fait des marionnettes pour un petit théâtre miniature dont elle écrit les textes. Donc ces femmes artistes inventent une nouvelle typologie d'œuvres qui n'est pas exactement de la peinture, ni de la sculpture, ni exactement de la mise en scène, mais quelque chose qui est assez indéfinissable et qui est inventé dans ce Paris des années 20. Une autre personne intéressante qui est Sarah Lipska, qui est moins connue que Sonia Delaunay, mais qui, comme Sonia Delaunay, va ouvrir une boutique où elle va vendre des meubles, des tissus, au même moment que Sonia Delaunay. Et elle est très célèbre, elle gagne bien sa vie. Et par ailleurs, c'est aussi une artiste qui est sculptrice. Alors, je vais vous parler aussi d'une personnalité extraordinaire, Tamara de Lempicka. Donc une Polonaise qui arrive à Paris après la Révolution, qui a très peu d'argent, qui doit vendre ses bijoux pour survivre à Paris, mais qui va très vite devenir une artiste très célèbre, qui va vendre très bien sa peinture, et je suis presque sûre, que Tamara de Lempicka était plus célèbre dans les années 20 que Picasso, qu'elle était plus riche que Picasso. Et la preuve de cette théorie, c'est que Tamara de Lempicka passe aux actualités télévisées, des petits films qui étaient projetés dans les cinémas avant les longs métrages. Il y a un très joli film, on la voit, dans son atelier, alors qu'au même moment, Picasso n'est pas dans les actualités télévisées. Donc cette extraordinaire Tamara de Lempicka, vous la voyez ici, elle est très chic, elle s'habille avec la mode de son époque. Et c'est aussi, comme je le rappelais, voilà, une autre star, Joséphine Baker, qui, comme vous le savez, adopte cette coupe de cheveux à la garçonne, mais qui décide aussi de brander son nom, branding, name branding. Elle invente le name branding. Elle va vendre plein d'objets à son nom. Le Baker Net, qui est un petit, comment on dit, quelque chose qu'on se met sur les cheveux avant de dormir pour garder sa coupe de cheveux, pour les hommes et pour les femmes, mais aussi une sorte de crème pour que les cheveux tiennent bien, qui s'appelle à chaque fois, qui porte son nom, le Baker Fix. Donc elle va avoir des produits dérivés, un petit peu comme on l'a dans les boutiques de musées, à son nom. Donc c'est une personnalité très excentrique, qui devient très riche grâce à tous ces produits, qui est payée pour chanter et danser dans les cabarets 10 fois plus que les hommes, comme Tamara de Lempicka, qui vend 10 fois plus cher que Picasso. Donc je vous parle d'un moment où les femmes sont plus célèbres que les hommes et gagnent mieux leur vie que les hommes artistes. Et c'est pour ça que les années 20 sont un moment extraordinaire et unique. Donc voici la vitrine de l'exposition sur Joséphine Baker, qui n'est donc pas seulement la première star noire, mais aussi la première femme qui a su faire du name branding. Elle va ouvrir à Paris un restaurant qui s'appelle Chez Joséphine. Elle invente une manière de danser. Elle est donc très bien payée. Elle invente aussi une huile bronzante, donc pour mettre sur sa peau une huile très noire pour être noire. On pouvait choisir d'être noir, parce que c'était à la mode, ce qui semble assez extraordinaire aujourd'hui. Elle promeut aussi le sport. Il y a beaucoup de photos, on la voit, c'est un peu trop petit peut-être pour vous, mais elle fait du tennis, elle fait du golf, elle fait du sport, elle est très musclée. Elle montre son corps sur la plage, c'est le début de la mode de la plage. Et comme vous le savez, dans les années 20, c'est aussi le moment où émergent les femmes dans les Jeux olympiques. Les aviatrices, les grandes exploratrices. Alors un autre thème, je regarde l'heure pour pas, qui est la sororité. Donc à Paris s'invente aussi, donc toutes ces femmes se rencontrent et vont créer des réseaux, donc l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui a été déjà mentionnée ce matin, qui est une des premières organisations collectives des artistes femmes, qui va promouvoir les femmes. Voilà une photographie de cette union. C'est d'autant plus important que donc,
l'école des beaux-arts n'est pas ouverte aux femmes, donc il y a ces académies privées qui les mettent en valeur. Un salon qui va être organisé uniquement pour les femmes et qui va devenir les femmes artistes modernes, femmes. Donc beaucoup de réseaux. Et on voit bien que ces femmes artistes, elles sont à égalité avec les hommes. Elles travaillent avec les hommes. Par exemple, Chana Orloff, de toute évidence, connaît très bien le travail de Picasso. Et peut-être que Picasso s'inspire de Chana Orloff, finalement. Donc, je vous ai parlé de Marie Vassiliev. L'association Aware est logée aujourd'hui dans l'ancien atelier de Marie Vassiliev à Paris, que j'espère que vous pourrez visiter si vous vous rendez à Paris, qui est un lieu tout à fait charmant, qui n'a pas changé. Voilà le modèle de son atelier, où aujourd'hui sont placés les livres de l'association Aware. Nous avons 3000 livres. Nous faisons aussi des symposiums. C'est moins chic qu'ici, mais bon. Voilà un dessin très drôle de Marie Vassiliev, le banquet qui se tenait dans cet atelier. C'est le moment où Braque revient de la guerre. Donc vous voyez qu'il y a des hommes. On voit aussi Marie Vassiliev ici, qui danse. Quelqu'un qui... Ça, c'est Matisse, qui est en train de préparer un poulet. Modigliani, qui est menacé par... il y a une histoire, il avait une maîtresse et sa femme le menace. Enfin, c'est un banquet voilà, où il s'est passé plein de choses. Parce que Marie Vassiliev avait une cantine, un restaurant pour les artistes. C'était une femme très généreuse, et donc tous les artistes venaient chez elle. Et les hommes et les femmes étaient à égalité dans les années 20. Marie Vassiliev fonde une académie, d'ailleurs, au début du siècle. Et c'est un lieu qui devient absolument mythique. Et je voudrais peut-être conclure par un genre très important dans les années 20, qui est celui du nu. Comme je vous l'ai dit en introduction, la génération des artistes femmes des années 20 est une génération qui a été formée à l'étude du nu, dans des académies privées, qui va donc inventer le nu d'une manière un peu proto-féministe. Alors évidemment, le mot féministe n'existait pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir des typologies de nu qui vont être inventées, montrées. D'ailleurs, dans Maestras, c'est un sujet qui a été très bien traité. Marie Vassiliev, par exemple, avec ce nu androgyne des années 30, qui est très mystérieux, mais on voit bien que le nu, c'est entre un homme et une femme, les cheveux sont courts. Ou ce nu, aussi très intéressant, Scipion le Noir, de 1916, qui rejoue la thématique de l'odalisque au masculin, avec un modèle noir. Un nu assez érotique, que je trouve aussi très intéressant, parce qu'il projette un sujet assez tabou dans l'histoire de l'art, qui est la manière dont les artistes femmes représentent leur désir, que ce soit un désir lesbien ou un désir hétérosexuel. Et de fait, le désir lesbien est un des grands sujets à Paris dans les années 20. Tamara de Lempicka, artiste lesbienne, va représenter ses maîtresses dans des nus très érotiques, dont la Bella Raffaella, qui était une de ses jeunes maîtresses qu'elle a beaucoup représentée. Donc on sent ici un érotisme palpable, qui pour moi est intéressant parce que ça nous fait relire un peu différemment l'histoire de l'art, où on est quelquefois un peu obsédé par le désir des hommes. Il ne faut pas oublier le désir des femmes, qui a été aussi représenté. Et je pense par exemple à Niki de Saint-Phal ou Carole Rama, qui ont des artistes femmes qui ont représenté le désir. Donc ce célèbre tableau, Les deux amies, qui parle évidemment de l'homosexualité féminine. Et pour conclure, donc ce grand tableau de Suzanne Valadon, qui est devenu célèbre, La Chambre bleue, qui est évidemment un clin d'œil aux grands artistes hommes de son temps, qui est une sorte de tableau assez ironique, assez moqueur, qui évidemment fait référence à Manet, à toutes les odalisques de l'histoire de l'art, sauf qu'ici, il y a des livres sur le lit et pas un bouquet de fleurs. Cette femme est une intellectuelle, elle lit. Elle a une cigarette au bec. Il n'y a pas de modèle de Matisse ou de Picasso qui fume. Et elle a un très étrange pyjama.
pas si étrange que ça, en fait, qui est à la fois une référence à Gauguin, le tissu de ce modèle, de la chambre bleue, est une référence directe au tissu décoratif de Gauguin, évidemment à la chambre rouge de Matisse, la chambre bleue, la chambre rouge. Quant au pantalon rayé, c'est le pantalon rayé utilisé par Matisse dans ses odalisques des années 20. Donc c'est un tableau pour moi très important, parce qu'il montre le dialogue à égalité entre les femmes et les hommes, des femmes qui peuvent se moquer de leurs collègues masculins, qui connaissent parfaitement le travail et qui exercent une forme de moquerie, d'humour sur cette avant-garde masculine. Voilà, je pense, est-ce que j'ai encore peut-être 5 minutes? Donc je voudrais commenter un autre nu assez intéressant de Amrita Shergill, cette artiste d'origine indienne qui vient à Paris et qui, elle aussi, va un peu se moquer de certains hommes artistes, notamment de ce nu, autoportrait en tahitienne, qui est évidemment un clin d'œil à Gauguin, qui représente les tahitiennes au même moment. Elle est dans le style, d'ailleurs, un petit peu de Gauguin. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez dans les détails, il y a tout un fond décoratif où on voit en fait une sorte de décor un peu japonais. Donc c'est un mélange de Tahiti et du Japon, une forme de commentaire sur l'orientalisme, pour reprendre un des sujets de ce matin, très ironique, très amusant. Et tout ça à partir de ce genre, du nu, qui est vraiment inventé par les artistes femmes ou réinventé dans les années 20. Donc voilà la référence, pour moi, assez évidente, mais qui n'a pas vraiment été faite entre Amrita Shergill et Gauguin. Évidemment aussi, probablement, Van Gogh. Et évidemment, vous le savez, certaines artistes femmes vont être les premières, de manière assez radicale, à représenter le nu au tout début du siècle. On dit que c'est Paula Modersohn-Becker qui est la première artiste à faire un nu de femme. C'est un nu d'une femme enceinte qu'elle va réaliser quelques mois avant sa mort. Donc c'est un tableau qui est devenu assez mythique dans cette histoire du nu par les artistes femmes. Et enfin, la grande question à Paris dans les années 20, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fluidité des genres, qui s'est, à mon avis, inventée il y a un siècle, de manière très radicale à Paris, inventée par les artistes femmes. Romaine Brooks, une autre artiste homosexuelle, qui va représenter ses amantes, ses amoureuses, qui sont assez garçonnes, assez androgynes. Marie Laurencin, aussi artiste lesbienne, qui se représente ici avec son amante, Benoît de Groult. Voici des bracelets qui avaient été donnés, faits exprès par René Lalique pour un couple de lesbiennes, parce que la chauve-souris est un symbole de l'homosexualité féminine. Et évidemment, pour conclure, Tamara de Lempicka et son magnifique portrait de Suzy Solidor. Voilà, je vous remercie de votre attention.